Puis moi, je vais-tu voir ta face pendant que tu parles ou? Non. Tu vas falloir que tu sur le stream pour voir ma face. Ok, pas de trouble. Ah, Hey, ben on mais est on est là. live! On est live, Max! On est live! Hey, c'est Jean-François Vachon avec mon bon ami de Val d'Or, Maxime Larouche, qui est collaborateur pour Yes. tout sur le hockey, hein? Si tu m'as bien fait le. C'est yes, c'est exactement ça, collaborateur à tout sur hockey.com. Beaucoup de textes de hockey junior, je vous invite à aller voir ça. Amazon. On va inviter aussi. Faut lire ton talent, Max. Ah, Jeune trop journaliste, gentil. jeune collaborateur. Hey, je suis content de t'avoir avec moi pour parler dans le fond, du repêchage à la GMQ puis de ce qui est arrivé là, la fin de semaine dernière. Ah, je suis très content d'être là pour en parler, j'étais assez excité. Mais surtout avec ce que tes foreurs ont fait. Ah non, c'est Jacob Pelletier, là, c'est un gars que j'ai toujours vu très très gros. Fait que là, de l'imaginer dans l'uniforme des Foreurs, c'est quelque chose qui m'excite au plus haut point. T'es pas tout seul, là, Jacob Pelletier. Je te dirais que moi, je l'avais avant Alexis Lafrenière. J'ai toujours adoré Jacob Pelletier depuis son séjour dans le Ninja 3 puis avec ce qu'il avait réussi à faire avec le bizarre du séminaire Saint-François. Fait que j'ai très hâte de le voir jouer dans le vert au lieu d'être dans Ah ouais. Inquiète-toi pas que j'ai très hâte aussi. Tu vas-tu être au match d'ouverture? Je pense que l'école ne me le permettra pas malheureusement, mais c'est sûr que si je peux être là, je vais tout faire pour y être. En tout cas, tu vas la regarder la game. Ah, ça tu On peux sait être pas sûr quand que elle ça. va commencer, mais parce qu'avec la pandémie encore, on sait pas non plus Ouais, là, à quoi s'attendre. exact. Donc le plan de match aujourd'hui, c'est facile. On va parler un peu. On va commencer par parler du repêchage des Huskies parce que ça va être un petit peu plus facile. Parce que sans dire que c'est moins intéressant, les Huskies ont fait moins de mouvements, puis c'est beaucoup des joueurs qu'on connaît pas encore, qu'on sait pas encore à quoi s'attendre d'eux. Tandis que du côté des Foreurs, là, il y a quelques sujets de discussion qui sont assez intéressants là, parce que on va le dire comme ça, les Foreurs ont volé le spectacle du dernier repêchage avec deux acquisitions majeures et un choix surprise un peu là, au sixième rang. Eux qui avaient eu un choix compensatoire là, en raison de la non-présence de Evan Niles. Par la suite, on va aborder un peu les gars de la région, là, nos fiers Abitibiens qui ont été repêchés là, en fin de semaine. On va aussi faire le tour, là, peut-être parler aussi d'un gars comme Thomas Sigouin qui a été acquis par les Remparts de Québec, là, voir un peu l'impact qu'il pourrait avoir à Québec. Puis on va terminer avec la discussion, le sujet ouvert, les récalcitrants, là, c'est le gros sujet de discussion à travers la ligue. Fait que j'ai hâte de t'entendre à ce sujet-là, Max. Fait que c'est un peu le planning pour ce premier épisode du live de la 117. Là. On s'est trouvé un nom comme ça sur le bout d'une table, mais je trouvais que c'était bon. Regarde la 117, de Ah, mettre c'est le nom. excellent. Donc, repêchage des Huskies, y a-tu quelque chose qui t'a marqué, toi, quand t'as regardé la séance de repêchage sur les Huskies? Ben écoute, je te dirais que la sélection de Donovan Arsenault, c'est une sélection que je dis beaucoup aimé. J'aime pas tant quand les Huskies font des solides sélections, mais je pense que celle d'Arsenault en est une très solide. Écoute, on en parlait avant d'entrer en live. C'est un gars qui a terminé un point derrière Savoie au niveau des statistiques de sa ligue la saison dernière. Donc, je pense que ça montre à quel point ce gars-là a un talent offensif certain. Sinon, autre chose qui m'a marqué, et je pense que toi aussi, parce qu'on en parlait aussi, c'est la grosseur des joueurs repêchés. J'ai devant moi les poids, les tailles des joueurs repêchés par les Huskies. 6 pieds, 6 pieds 1, 5 pieds 10, 5 pieds 9, 5 pieds 8, mais là on remonte après ça à 5 pieds 11, 6 pieds 3, 5 pieds 11, 6 pieds 1. Même c'est proche du 6 pieds 2. On s'entend que ces gars-là, c'est des gars de 15, peut-être 16 ans dans certains cas. Donc, on s'entend que les Huskies vont jouer gros, puis ça a toujours été un petit peu dans la Husky game, mais on s'entend que les Huskies vont être difficiles à affronter, puis que je pense que ça va faire mal à affronter les Huskies dans les prochaines années. Ouais, je suis d'accord avec toi là, quand on parle de la sélection de Donovan Arsenault là, présentement. J'ai affiché un peu les sélections des rounds 1 à 7 là, sur l'écran, là, donc que les gens puissent voir un peu les joueurs que les Huskies ont repêchés. C'est sûr que moi, un gars comme Donovan Arsenault, je m'explique mal que ce gars-là ait pu tomber, peut être repêché Ouais. aussi loin parce que c'est un gars qui a quand même compté 30 buts. Des gars de 6 pieds 2, 190 livres qui marquent 30 buts, il n'y en a pas des tonnes. Je sais que souvent on va juger le calibre des joueurs des Maritimes en disant que c'est un calibre qui est un peu inférieur au budget de 3A, mais tu sais, tu as quand même marqué 30 buts. Je pense que
la question que les gens se posent, je pense, c'est surtout au niveau du patin de Donovan Arsenault. Ce qui va être intéressant de voir, c'est à quel point il peut l'améliorer d'ici le camp d'entraînement. Mais c'est une sélection un peu à la Alexis Brisson, je te dirais. Tu sais, je vois un parallèle un peu avec ce genre de joueur-là, qui est un joueur à gros gabarit, qui est capable de marquer des buts. Donc, je pense que c'est un peu ça qu'il va falloir regarder aussi. C'est un gars que je vois vraiment là, avoir une chance de peut-être jouer à Rwanda là, dès la saison prochaine. Puis comme tu as dit, oui, il y a beaucoup de gros gars, mais l'autre chose qui m'a marqué énormément là, du côté des Huskies, c'est à quel point on a repêché dans les Maritimes énormément. Dylan Gill vient des Maritimes, Donovan Arsenault, Cohen Strong, Carter Murchison, Cruz Laughlin, Kiefer Avery. Ça en fait beaucoup des joueurs là, qui viennent des Maritimes. C'est 6 sélections. Là. J'ai rarement vu les Huskies repêcher aussi souvent là, dans les Maritimes. Et ça, ce que ça dit, ben, c'est que l'organisation s'est fait un nom dans les dernières années. On le sait avec le succès que les Huskies ont connu. C'est rare que je vais autant vanter les Huskies, mais je pense que ça en dit beaucoup sur la qualité de l'organisation et surtout sur la réputation que cette équipe-là a à la grandeur du territoire qui est couvert par la LHJMQ. Exactement. Puis tu sais, il y a quelques autres sélections. Là. J'ai eu beaucoup de bons rapports sur un gars comme Carter Murchison. Je pense qu'on me le décrivait comme un joueur qui était capable de jouer un peu là, dans les deux sens de la patinoire avec beaucoup de grit, beaucoup d'intensité. Tu sais, je veux pas faire de comparaison parce que j'aime pas ça non plus de dire tel gars va ressembler à tel gars, mais tu sais, on peut dire un Tyler Hanem peut-être un peu plus talentueux, un peu plus d'habileté offensive là, du côté de Carter Murchison. Tu sais, j'aime voir un gars comme moi là, j'ai fait des entrevues avec tous les joueurs, puis je vais te dire là, Cruz Laughlin, là, le gardien de Terre-Neuve, là, en entrevue a été fameux avec moi. J'ai aimé la mentalité qu'il avait, la façon qu'il expliquait. Je le trouvais vraiment très mature là, pour un joueur de 15 ans. Ça m'a vraiment surpris de sa part. Je trouve que c'était intéressant ses propos. Tu sais, c'est un gars qui disait un peu que l'entraînement hors glace était vraiment important parce qu'en troisième période, tu peux être le gardien avec le plus de talent possible. Si tu n'as pas l'énergie nécessaire pour faire les arrêts, tu ne pourras pas les faire. Fait que l'entraînement hors glace était vraiment important pour lui. C'est un gars qui disait aussi qu'il dans les pratiques, il n'aime pas ça donner des buts. Fait que c'est le fun d'entendre un peu ces joueurs-là des fois s'exprimer. Puis tu sais, de voir cette maturité-là chez un jeune qui est repêché à 15 ans, c'est vraiment intéressant. Là. Puis je suis curieux de t'entendre sur la sélection de Dylan Gill parce que c'est un gars qui était classé plus loin par la centrale de soutien au recrutement de la LHJMQ, un défenseur de gros gabarit qui a joué pour les Flyers Midget 3A à Moncton. Qu'est-ce que tu retiens de la sélection de ce gars-là? Moi, je pense que je te parlerai pas de la sélection de Dylan Gill par la sélection de Dylan Gill. Je te parlerai de la sélection de Dylan Gill et Cohen Strang. Parce que je trouve que les Huskies ont été vraiment dans cette mentalité-là parce que c'était les deux défenseurs jouent ensemble depuis 2-3 ans. Tu sais, je te dirais que j'ai l'impression que par cette sélection-là, les Huskies voulaient s'assurer d'avoir deux défenseurs qui se complètent bien, qui sont des défenseurs complets, qui sont capables de se trouver sur la patinoire. Puis ça te fait déjà un pairing de défenseurs que tu as entre les mains. Tu sais, si Cohen Strang a été beaucoup plus offensif que Dylan Gill, mais Dylan Gill a été plus, je dirais, défensif ou avec Moncton. Donc j'ai l'impression que c'est deux gars qui vont se compléter vraiment très bien puis qui vont réussir à aller chercher beaucoup de points. Je pense que c'est une sélection à la 2 pour 1 parce qu'on a pris Dylan Gill à ce rang-là, mais on savait que Cohen Strang allait être disponible au 30e rang pour le sélectionner. Donc tu réussis avec les 3 premières sélections à te ramasser un gars qui est capable de compter 30 buts, puis 2 défenseurs qui pourraient être des défenseurs 3 et 4, peut-être plus, là, dépendant du développement qu'ils peuvent avoir. Fait que moi je le vois plus comme une sélection en un 2 pour 1 plutôt que juste dire j'ai pris Dylan Gill en première ronde. Je pense qu'on avait la volonté de repêcher les deux. Puis on s'était dit, si on peut pas attendre, puis si on attend trop, on les aura pas les deux. Donc je pense que c'est un peu ça qui a expliqué la sélection de Dylan Gill à ce rang-là. Mais je peux me tromper. Mais je trouve ça intéressant aussi parce que les Huskies, pour la première fois en plusieurs années quand même, entre dans un processus que je pense qu'on peut appeler de reconstruction, quoique je pense qu'il pourrait avoir une bonne équipe la saison prochaine. Et ça part, ce qui part bien de reconstruction, c'est quand
es capable de te renforcer à chaque position. Et les Huskies l'ont fait avec les sélections. Écoute, leurs 5 premières sélections, défenseur droit, ailier droit, défenseur gauche, ailier gauche, centre. Donc, dans les 3 premières rondes, dans les 54 premiers choix, les Huskies sont allés chercher un gars à chaque position. Donc, je pense que ça montre bien la mentalité de on veut se renforcer à chaque position, on veut se créer une profondeur au niveau de nos espoirs à chaque position. Et ça continue comme ça tout au long du repêchage. Vraiment, on va chercher autant des attaquants que des défenseurs. Quoique plus d'attaquants quand même en fin de repêchage, je pense qu'on y allait pour des potentiels offensifs qui pourraient se développer sur le tard. Et les Huskies, d'ailleurs, sont assez solides là-dedans. J'aimerais ça que tu nous parles. Je sais que sur Twitter, on t'entend souvent parler. Est-ce que c'est du choix de 4e ronde des Huskies qui a un succès presque assuré? Oui, oui, souvent c'est le choix de 4e ronde parce que si on regarde depuis 2013, c'est des gars comme Antoine Waked, Philippe Myers, Mathieu Boucher, Antoine Waked. Les choix de Tyler Hanem, William Cyr, Justin Bergeron, c'est tous des gars qui vont amener quelque chose à leur équipe. Puis cette année, les Huskies se sont tournés vers un gars comme Émeric Godette, qui est un gars de Rouyn-Noranda. On en reparlera un peu plus quand on parlera des gars de la région, mais c'est un défenseur plus à caractère défensif. Je te dirais que j'ai l'impression qu'il vient de la même famille de défenseurs que les Reggie Bois et Jacob Neveu. Tu sais, le défenseur défensif Rouyn-Norandien qui va être un mur un peu là. Fait que c'est un peu. Je trouve que c'est une bonne sélection dans ce sens-là. Moi, ce qui m'a interpellé de la part des Huskies, je te dirais, c'est, comme tu dis, en fin de repêchage, on a tenté beaucoup des coups de circuit. Tu sais, des gars comme Zachary Marquis-Laflamme, Jérôme Nadeau, Jérémy Mainville, Jérémy Labrec, c'est tous des petits attaquants qui ont peut-être une chance de se développer. Souvent, en fin de repêchage, il y a beaucoup d'équipes qui vont tenter. C'est là où tu tentes, on dit souvent, tu tentes le home run, tu tentes de frapper là, un coup de circuit. Je pense que c'est vers ça qu'on est allé. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on a pris des chances sur des 17 ans, Jordan Côté puis François Breton, qui sont 2 gars qui pourraient avoir une chance de percer l'alignement dès l'an prochain. Parce que absolument. des gars de 17 ans tu sais, je regarde François Breton à 38 points, puis j'ai aimé ça quand Marc-André Bourdon me l'a expliqué. Il disait, tu sais, quand tu repêches un gars de 15 ans en 10e ronde, puis qui fait 38 points la saison suivante, tu te tapes dans les mains puis tu te dis hey, on a fait une maudite bonne sélection. Ben là, François Breton avec les élites de Jonquière, il a fait 38 points la saison passée avec les élites de Jonquière. Il l'a déjà accompli. Donc là, reste à voir ce qu'il va être capable d'apporter au camp d'entraînement. Rendu au camp, t'as plus vraiment un choix de numéro dans le dos. C'est Breton, puis il est-tu bon ou il est pas bon, Breton? Ben, c'est un peu ça qui va se passer avec les Huskies au camp d'entraînement. Même chose avec Jordan Côté. C'est 2 gars qui vont avoir la chance de percer l'alignement. Puis j'aime aussi la section de Jordan Côté parce que c'est un gars qui arrivait de la LHPS, qui avait joué au Collège Claretin avant, disputait sa première saison au milieu de 3A. Ça a été plus difficile dans les 15 premiers matchs, mais par la suite, là, roulé au point par match. Là. Donc ça va être intéressant de voir ce qu'il peut apporter sur une patinoire là, du côté des Huskies. D'autant plus que tu nous as préparé un petit schéma. Je sais pas si c'est le moment où tu veux l'afficher à l'écran. Sur les Huskies. Le depth chart? Ou le depth chart. Et on voit, selon ton schéma, qu'il y a quand même plusieurs postes de disponibles, particulièrement en attaque. Selon ton schéma, tu as placé un X du côté du top 6 quand même, avec une place à l'aile droite du 2e trio. Et le 4e trio qui est entièrement composé de X avec des joueurs qu'on ne connaît pas encore l'identité. Sans compter les 2 joueurs supplémentaires, donc les attaquants suppléants qui vont probablement prendre des places en cas de blessé ou à l'occasion, qui vont s'interchanger les rôles avec des gars de 4e trio. Il y a beaucoup de place chez les Huskies. Là, on compte quand même plusieurs X. Est-ce qu'il y a des gars qui étaient là l'année passée que tu vois perdre leur rôle ou bien tu penses vraiment que ça va être aux jeunes de prendre le flambeau? Ben, moi, ce que j'ai fait dans l'alignement, c'est que j'ai pris tous les joueurs de l'année passée. J'ai gardé les joueurs que je pensais qu'elle allaient revenir à 20 ans. Donc, Jacques Raymond, Xavier Bouchard, Alexis Arsenault. Si Zachary Raymond ne revient pas, il va avoir un poste de 20 ans disponible. Puis là, il y a Olivier Lecaché, Simon Dubois et Jack Tucker qui vont pouvoir peut-être se battre pour une place. Sinon, là, le seul joueur de l'édition de l'an passé que j'ai retiré, que j'ai mis qui était peut-être un peu
pas assuré, c'est Adrien Valigura. Pour le reste, j'ai pas mis les 16 ans, les joueurs qui ont été repêchés l'année passée, que je pense qu'ils ont une chance de percer l'alignement, parce que des gars comme Steven Fournier, Marc-Antoine Séguin et Anthony Turcotte devraient, à mon avis, percer l'alignement. Mais on sait jamais ce qui peut se passer dans un camp d'entraînement. Puis sinon, là, comme on a dit aussi, une des transactions que les Huskies ont fait un peu avant le repêchage, c'est l'acquisition de Xavier Bouchard. Ouais. Qui est, ma foi, je pense, une très bonne acquisition, parce que les gens vont dire « Ah, mais Xavier Bouchard n'a pas produit à Bécomo, etc. » Mais Xavier Bouchard est un défenseur qui a quand même offensif, qui a du talent, puis je pense qu'il n'était pas utilisé à son maximum, ou tu sais, ça allait pas bien à Bécomo, puis on l'a vu au Cap-Breton, il a vraiment été très bon, puis j'ai l'impression qu'Arwen-Noranda, avec les responsabilités qui vont y être confiées, parce que c'est un gars qui va jouer sur le premier avantage numérique, etc., c'est un gars qui peut vraiment exploser puis connaître une grosse saison, puis ça donne un top 4 encore au Husky qui est, ma foi, assez intéressant, avec Alexis Arsenault, Xavier Bouchard, Thomas Belzile et Samuel Régis, là. Écoute, un gars n'est jamais repêché dans la Ligue nationale de hockey pour rien. Bouchard, qui a été un choix de 6e ronde des Golden Knights en 2018. Oui, il a été libéré. Ils ont choisi de ne pas y offrir de contrat, mais reste qu'il n'a pas été repêché pour rien. Par la suite, tu l'as bien dit, ce qu'il a fait au Cap-Breton, c'est très solide. J'ai les statistiques devant moi. 25 points en 28 matchs lors de la fin de la dernière saison, qui n'a pas pu être complétée malheureusement. Et surtout, un différentiel de plus 20. C'est un gars qui a super bien réagi à la pression, à ses responsabilités qui ont changé vraiment d'un coup sec, disons-le, en passant du Drakkar aux Eagles. Je pense que c'est un gars qui va super bien réagir à Rouyn-Noranda. C'est un environnement qu'il connaît. Je pense qu'il va rapidement prendre conscience de son rôle et surtout du rôle de leadership qu'il va avoir à jouer dans cette équipe-là, qui va être assez jeune. Et je pense qu'on le dit jamais assez, les Huskies sont toujours dangereux. La Husky Game, elle est dangereuse et je pense que Bouchard le sait parce qu'il l'a vu tout au long de sa jeunesse, il l'a vu tout au long de sa carrière dans la LHMQ aussi. Je pense que c'est un gars qui connaît très bien les Huskies, même s'il n'a jamais joué pour eux auparavant. Et honnêtement, je pense pas que ce gars-là peut nuire de quelconque façon au Husky. C'est certain que son impact va être très solide et pour le prix payé, on sait que c'est un retour un petit peu de la transaction Einem, mais pour le prix payé, je trouve que ça a bien de l'allure là, qui se joigne au Husky. Et qui sait ce qu'il pourrait valoir au fait s'il a un bon début de saison aussi, parce que les défenseurs de 20 ans comme Xavier Bouchard qui sont repêchés en Ligue nationale n'a pas beaucoup. Tu sais, je te dirais que en commençant la saison, je te dirais que Justin Bergeron, qui est à Rimouski, va être le meilleur défenseur disponible. Là. On s'entend là-dessus. Je pense qu'il n'y a personne qui va s'offusquer de ce que je dis ça. Peut-être Jordan Spence. Est-ce que tu as dit 20 ans? Ouais, 20 ans. Ok, 20 ans, excuse-moi. Mais il y a Jordan Spence, oui aussi, là. Je te dirais qui est un 19, mais ça va être les deux meilleurs défenseurs de disponibles cette année par 1000. Là. Et c'est clair. Les équipes qui veulent des défenseurs, c'est les deux défenseurs à obtenir. Là-dessus, je pense que si on peut un petit wrap-up là, pour les Huskies, on a été vraiment chercher du côté des Maritimes. On a été chercher des gars qui vont parler, qui vont amener une certaine intensité. Puis je te dirais, j'ai hâte de voir comment on va gérer aussi ces gars-là, parce que souvent on n'aime pas ça les renvoyer dans le midget 3 dans les Maritimes. J'ai hâte de voir si on va peut-être leur donner des rôles dans le Junior A dans les Maritimes, dans le cas où ils perceraient pas l'alignement, pour faire un peu, aller chercher une expérience. Jordan Spence, tu l'as nommé, mais c'est un gars qui a joué à 16 ans dans le midget 3, dans le Junior A avant d'être repêché dans la LHMQ, puis est arrivé beaucoup plus près pour ce niveau-là. Donc je serais intéressé de voir si c'est pas une avenue que quelques équipes vont essayer d'emprunter s'ils ont des liens avec les équipes dans le Junior A des Maritimes, de dire hey, j'ai un très bon joueur de 16 ans, est-ce que ça vous dérangerait de le prendre dans votre équipe et lui donner un rôle? Parce que je regarde la dernière sélection des Huskies l'an dernier, Jared Kosman, qui a joué avec Fredericton dans les Maritimes. Tu sais, c'est un gars que, quand tu repêches le dernier gars repêché au repêchage, t'as pas nécessairement les attentes très hautes, mais c'est un gars qui a vraiment beaucoup performé dans le Junior A des Maritimes, puis j'ai hâte de voir ce qu'il va être capable d'accomplir là, s'il se présente au camp d'entraînement des Huskies, parce qu'il a connu une très bonne saison en Junior A. Je pense que tu as bien résumé la situation. Je pense que les Huskies vont être en mesure de voir ce qui sont les meilleures options pour leurs joueurs, mais comme on l'a dit tantôt, il y a beaucoup de place quand même disponible dans l'alignement des Huskies en attaque. Donc, ça va être de voir dans un premier lieu
quel joueur est là? Une autre question, je pense qu'on ne sera pas en mesure d'y répondre ce soir, puis même on pourrait en parler longtemps, mais est-ce qu'il va y avoir un camp d'entraînement? Comment ça va se passer? Tout ça, est-ce que les équipes vont devoir faire avec ce qu'ils savent en ce moment, ou s'il va y avoir un camp d'entraînement? S'il y a un camp d'entraînement, ben, je pense que là, à ce moment-là, les jeunes vont pouvoir se battre. Je pense qu'il y a plusieurs jeunes dans l'organisation, dans le depth chart des Huskies, qui vont être en mesure de se battre pour un poste, mais je pense que l'alignement pourrait être complètement différent s'il n'y a pas de camp d'entraînement, puis si les Huskies doivent se dire OK, on y va avec ce qu'on sait en ce moment. Je sais pas si tu es d'accord là-dessus. Ouais, puis c'est ça, comme je te le dis, comme tu dis, c'est un peu puis pour toutes les équipes de la LHMQ, c'est est-ce qu'on va avoir un camp d'entraînement, puis comment ça va marcher, parce que il y a toute la question des études qui vont entrer en ligne de compte, puis ça, ta réponse puis ma réponse peuvent être différentes, puis on peut toutes les deux avoir raison, parce que on serait mieux de s'appeler Jojo Savard, on aurait plus de chances d'avoir la bonne réponse, je pense. Ouais, non, c'est ça. Sinon, si on parle de T-Foreurs qui ont volé le spectacle, je pense que ce qui a volé le spectacle en général, c'est la transaction de Jacob Pelletier. Je pense que en tout cas, à mon avis, c'était le gars qui manquait aux Foreurs. C'était le leader qui manquait aux Foreurs. C'était le joueur de caractère qui manquait aux Foreurs. Je te dirais bien, je te déroulerais le tapis rouge de compliments envers Jacob Pelletier. Je t'acquiescerais à tout ce que je dis. Ben, c'est certain. Puis si tu le fais pas dégouler le tapis rouge, ben je le ferai à ta place, parce que c'est un gars. Écoute, honnêtement, je ne sais même pas quoi dire. J'en parle, puis l'excitation monte en moi à le voir dans un uniforme des Foreurs, surtout avec le prix payé. Puis ça, on y reviendra après la description qu'on aura faite de Jacob. Mais le prix payé qui est assez raisonnable, mais pour ce qui est de Jacob, écoute, tu l'as dit, c'est le leader qui manquait, c'est le gars qui va te leader un vestiaire. Puis non seulement c'est bien beau le leadership, là, mais le talent aussi d'un Jacob Pelletier, un gars de sa shape qui est repêché au premier tour dans la Ligue nationale, ben je veux dire, il y a une raison pour ça, puis c'est son talent incroyable. Je pense que l'année prochaine, il va être en concurrence pour le championnat des pointeurs de la LHJMQ. Je pense que s'il y a des gars qui peuvent concurrencer avec lui, c'est probablement Simoneau et Poulain s'il est de retour. Je pense que ça va probablement ressembler au top 3 des meilleurs pointeurs. Mais ouais, Jacob Pelletier, écoute. Puis, ben, c'est un gagnant aussi. Dire? C'est ça, c'est un gagnant aussi. T'sais, il a gagné, il a gagné avec le Blizzard du séminaire Saint-François. Il a gagné partout où il a passé. Puis, sincèrement, on ne sait pas ce qui aurait pu se passer cette année, mais l'année passée, sur une jambe, il a aidé les Wildcats à gagner aussi. Ben, ça, JF, ce qui est encore plus dangereux qu'un gagnant, là, c'est un gagnant qui n'a pas encore gagné puis qui va être à sa dernière chance de gagner un trophée dans la LHJMQ. Un Joel Teasdale! Ben, c'est ça. Je pense que c'est à considérer le fait qu'il n'a jamais gagné, puis je pense qu'il l'a sur le cœur en maudit. Il doit y penser chaque soir dans son lit à la dernière saison, au fait que les Wildcats auraient probablement gagné, parce que moi, je peux pas croire qu'une équipe aurait pu battre les Wildcats sur un 4-7. Écoute, je vois pas comment Jacob Pelletier peut repartir de la LHJMQ sans avoir gagné le trophée, sans avoir le trophée au bout de ses bras, surtout en étant le capitaine des Foreurs. Je pense qu'il va tout faire en son pouvoir pour amener les Foreurs à ce trophée-là puis le lever au bout de ses bras. Je vois pas la saison se finir autrement dans la LHJMQ qu'un Pelletier avec la coupe. Sincèrement, ce gars-là va tout faire pour gagner, puis il y a le leadership pour rallier tout le monde à la cause, puis les joueurs chez les Foreurs qui ont connu beaucoup de défaites dans les dernières années, malheureusement, ben je pense qu'il y en a beaucoup qui sont écœurés aussi de perdre, puis je pense que tout le monde va se rallier autour de Jacob Pelletier pour aller chercher ce trophée-là. Puis comme tu dis, le prix payé n'a pas été nécessairement élevé parce que puis ça part d'une décision de l'année passée qui a peut-être été surprenante, mais tu sais, Evan Naus, tu sais, tu prends le meilleur joueur disponible, il se présente pas, ça te donne un choix gratuit cette année, puis en bougeant cette pièce-là, t'as réussi à te payer Jacob Pelletier parce que ça t'a donné une marge de manœuvre super intéressante pour bouger puis aller chercher un gars comme Jacob Pelletier. Exactement. Tu sais, Evan Naus, là, puis on va le voir à Québec, ça va être tout un défenseur. Ce que les Foreurs ont fait, c'est de se dire, OK, on prend Naus,
S'il vient, tant mieux, on est gagnant parce qu'il va être un des meilleurs défenseurs de la LHMQ dans les prochaines années. Puis s'il vient pas, ben on a le choix de on a le 6e choix overall du prochain repêchage. Et ça, on doit féliciter, on va y revenir plus tard. Est-ce qu'il y a des solutions miracles au dossier des récalcitrants dans la LHMQ? Mais là, au moins, ça fait beaucoup moins mal aux équipes de repêcher un récalcitrant en première ronde quand tu as le choix qui te revient l'année d'après. Et effectivement, tu l'as dit, ça a permis aux Foreurs d'avoir plus de cartes à bouger. Et Pascal Daoust s'est super bien servi de cette carte-là pour échanger son choix. Le premier choix 2021, ben, on s'entend que logiquement, ça va être un choix dans les derniers de la première ronde. Le deuxième choix 2022, on verra. Écoute, c'est difficile à dire pour l'instant. Puis Mathis Loutier, ben veut pas, c'est un gars qui va jouer sur son 17 ans la saison prochaine, qui n'aurait pas eu de place à Val-d'Or parce que on va en parler tantôt. Il y a pas beaucoup de place Il y a pas beaucoup de place à Val-d'Or. Donc tu sais, c'est le fait d'avoir un asset que t'avais. Tu sais, c'est une belle gestion des actifs qui a permis aux Foreurs là, de pouvoir bouger parce que pas un gars comme Mathis Loutier qui avait quand même été un des bons joueurs dans le midget 3A la saison passée permet aux Foreurs de se payer Jacob Pelletier. Puis je pense que tu sais quand un gars comme Pelletier devient disponible, t'as pas vraiment le choix d'appeler puis de dire bonjour, je m'appelle Pascal Daoust des Foreurs et je suis intéressé. Donc, c'est là que dans les derniers mois, les dernières années, il y en a beaucoup qui critiquaient la gestion de Pascal Daoust d'amasser justement ces actifs-là. Ben là, on voit ce que ça donne, puis ça donne que les Foreurs ont sur papier, à mon avis, la meilleure équipe en vue de la saison 2020-2021 de la LHMQ. C'est sûr qu'on pourrait s'obstiner là-dessus, mais selon moi, c'est la meilleure équipe sur papier. Et veux pas un Jacob Pelletier. T'enlèves Jacob Pelletier, c'est plus la meilleure équipe sur papier. Tu rentres un Jacob Pelletier et que ça te change une équipe, tu sais. Ben, faut dire Jacob Pelletier, mais on parlera de l'autre transaction qui a été fait, qui a été fait dans les derniers moments du repêchage en disant on va finir notre repêchage en bougeant 2 choix pour vous dire que hey, on a fait cette acquisition-là aussi. C'était un peu les Foreurs se sont payés un petit spectacle en fin de repêchage, mais on en reviendra là-dessus. Le sujet que je veux te poser comme question, puis je me la suis posée aussi, c'est la sélection de Vincent Fillon au 6e rang. Je te dirais que quand on regarde le depth chart des Foreurs puis qu'on regarde les gardiens, on a Jonathan Lemieux, on a un gars comme William Blackburn qui avait été repêché la saison passée. Je vais afficher un peu le depth chart là, des Foreurs à l'écran. Donc on a William Blackburn et Philippe Cloutier, on a 2 jeunes gardiens et on décide de se tourner vers Vincent Fillon. Je te dis que j'ai été surpris. Je m'attendais pas nécessairement à ce que les Foreurs repêchent Vincent Fillon. Puis je m'étais même dit que pourquoi pas il tendrait pas le coup sur Michael Mastro Domenico parce que je pense que c'est un gars qui aurait bien fité. Puis s'il se présente pas, ben tu fais comme Evan House, tu ramasses le 6e choix l'année suivante. Écoute, je pense qu'encore là, on est allé du côté des Foreurs avec la valeur. Je pense qu'un gars comme Vincent Fillon, tu regardes le repêchage, c'est un repêchage qui, en termes de gardien, à première vue, les choses ont le temps de changer dans les prochaines années, assurément. Mais à première vue, Fillon est de loin le meilleur gardien de ce repêchage-là et ça devient un asset extrêmement intéressant côté transactions pour les Foreurs. Et si jamais il n'est pas transigé, ben ça devient, veut pas, probablement le meilleur gardien de son année 2004 dans la LHMQ. Et je pense que ça va l'être dans les prochaines années parce que à Trois-Rivières, Fillon a été très, très, très solide cette année à son âge. Je pense que c'est un gars, j'ai pas de misère à dire que il va rester le meilleur gardien de son âge dans les prochaines années dans la LHMQ. Et à ce moment-là, ben, à 17, 18, 19 ans, si c'est le meilleur gardien de la LHMQ, ben, ça reste une valeur très, très, très solide du niveau aux côtés des transactions. On verra ce qui va arriver avec les Foreurs dans les prochaines années. Si on gagne pas cette année, est-ce qu'on va être tenté de continuer d'y aller parce que les Foreurs vont quand même garder une bonne équipe la saison prochaine? Ben, ça, c'est des questions qu'on peut se poser, qui est légitime de se poser. Je pense que la sélection de Fillon, oui, a surpris bien des gens, avec raison. Quand tu regardes le depth chart des Foreurs à première vue, c'est certain que ça surprend des gens parce que tu te dis pourquoi un gardien? Puis je peux comprendre à 100%. C'est là que le travail de journaliste, d'analyste comme nous devient d'analyser un petit peu les choses puis de dire OK, peut-être que c'était la meilleure valeur. Pourquoi pas Mastro Domenico? Et je suis certain qu'il y a des raisons derrière ça. Pour connaître que Pascal Daoust, poursuivre ce qu'il fait depuis les dernières saisons, ben c'est un gars qui
côté hockey est très solide pour déterminer justement les valeurs, pour bien analyser les valeurs qu'auront les différents joueurs dans quelques saisons, dans quelques mois. Je pense que c'est un gars qui est excellent pour faire cette analyse-là des différentes valeurs et je pense qu'il a bien fait son travail en sélectionnant Filion, probablement avec arrière-pensée que c'était la meilleure valeur du repêchage à ce moment-là. Parce que moi, je trouve que, tu sais, l'avantage, puis c'est là où on en reparlera dans Caldistra, mais l'avantage de repêcher un gars qui peut-être ne se présente pas ou peut. Tu sais, je te dirais, les Foreurs à ce rang-là avaient deux choix. C'était soit Vincent Filion ou soit Michael Mastro Dominico. Parce que, veux pas, c'est les deux meilleures valeurs qui sont disponibles à ce moment-là. Tu n'iras pas repêcher un gars plus loin, surtout que quand on regarde le line-up des Foreurs, il est dur à placer dans ton line-up. Donc, tu sais, je pense que c'était les deux choix obvious que les Foreurs avaient à faire. La question, c'est si tu prends Michael Mastro Dominico, qui est sensiblement le deuxième meilleur défenseur disponible après Tristan Luneau, tu mets la main sur un gars qui va, s'il se présente pas, va te donner une valeur, c'est-à-dire un choix avec un chiffre. Parce que, tu sais, quand tu te ranges pour un choix, souvent, tu sais pas à quel rang tu vas choisir. Tandis qu'avec un choix que t'as... Mettons que tu donnes le choix de premier round 2022, puis que tu dis, ben, au draft, je vais avoir mon choix compensatoire, puis je vais te l'envoyer contre le choix 2022. Ben, t'as une valeur. C'est le choix numéro 6. Pour moi, ça a une valeur plus... une valeur qui est déterminée. Tu sais à quel rang tu vas choisir, tandis que quand tu trades pour un premier choix il peut se passer bien des choses. T'sais, on dit le choix 2021 des Foreurs devrait être en fin de repêchage et pourrait peut-être aussi être en début. On sait jamais ce qui peut se passer. Je pense pas que ça arrive, mais tu sais, c'est toujours des choses qui peuvent se passer. Tu dis... Prenons la transaction de Teasdale pour les Huskies. Quand l'Armada a obtenu le premier choix 2021 des Huskies, ils se disent ça va être un choix parce qu'ils vont être en reconstruction, donc ils vont être dans le fond du classement. Mais là, tu vois des équipes comme Moncton, etc., qui vont être beaucoup plus faibles que les Huskies. Ben là, ton premier choix que tu as eu pour Joel Teasdale, il perd une certaine valeur dans un sens. Là. Parce qu'il n'est pas où tu pensais peut-être qu'il pourrait être. Là. C'est un pari, c'est un gamble que tu fais. Tandis que avec un choix compensatoire, il n'y a pas de gamble. Tu as un chiffre associé à. Puis je pense que Pascal Daou a pris justement ce gamble-là de dire si Filion continue d'être aussi bon dans le midget 3A, ben rendu au temps des fêtes, soit des circonstances vont faire qu'il va pouvoir monter à Val-d'Or, prendre de l'expérience. Si c'est pas même en début de saison, on sait vraiment pas ce qui peut se passer. Là. Je suis bien mal placé pour le dire en ce moment. Je pense que les Foreurs ont encore bien des tours dans leur sac. Mais je pense que Filion, ça a vraiment été une sélection de dire, OK, je pense que c'est la valeur en ce moment qui est la plus haute. Et on sait pas non plus, tu sais, il y a eu beaucoup de rumeurs pendant le repêchage, puis je veux pas m'embarquer là-dedans. Mais si une équipe a dit aux Foreurs, tu sais, s'il y a une transaction qui était sur le point de se conclure, puis là, ça a pas marché à la dernière seconde, ben de dire, OK, ben nous, le joueur qui nous intéresse le plus en ce moment, ben c'est Filion. Est-ce que ça aurait pu jouer chez les Foreurs? Est-ce que si c'était une décision qui était déjà prise, est-ce que ça a pu faire que cette décision-là était encore plus solidement ancrée dans la tête de Daou ou de l'organisation des Foreurs? Ben, c'est toutes des choses qui restent à savoir. Il y a bien des choses qu'on sait pas, qu'on va peut-être jamais savoir ou qu'on va peut-être réaliser dans quelques mois, peut-être même dans quelques années. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de jeux de coulisses qui se font, puis on le sait très bien, autant toi que moi. Puis on le voit beaucoup avec les différentes transactions qui se font, puis qu'après on réalise des choses. Mais j'ai hâte de voir parce que c'est sûr que c'est une sélection qui laisse personne indifférent. C'est une sélection qui a surpris bien du monde avec raison. Puis c'est sûr que quelque chose, quelque part, qui se cache derrière cette sélection-là, que ce soit du côté de Filion ou de Lemieux ou de Blackburn, tu sais. Ouais, exactement. Puis sinon, là, si tu regardes le repêchage des Foreurs, toi, comment tu l'as trouvé? Parce que je sais que, tu sais, après Filion, ben, tu reparlais juste en troisième ronde, deux choix de trois, puis après ça, tu as choisi seulement là, vers la fin du repêchage. Vu que tu connais un petit peu plus là, les gars que les Foreurs ont repêché, t'étais plus plugué que moi sur les sections des Foreurs. Comment t'as trouvé le repêchage du Vert et Or?
Ben écoute, Nathan Bolduc qui a été le 46e choix, au troisième tour. Je pense que c'est une bonne sélection, un gars d'ici. Je pense que ça en prend toujours dans les petits marchés comme Val-d'Or. Ça fait toujours plaisir aux partisans, surtout quand c'est des gars de qualité comme Bolduc. Tu sais, ça sera pas des gars tellement flamboyants, mais ça va être des gars qui vont faire un bon travail. Puis, veut pas, étant un 16 ans, Bolduc, on s'entend que ses chances de percer l'alignement l'année prochaine sont faibles. Mais on ne sait pas ce qui va arriver après la saison prochaine. Est-ce que les Foreurs vont entrer dans un petit processus de reconstruction? Ben, c'est quelque chose de possible. Et Bolduc, je pense qu'il pourrait faire un très bon travail pour grandir avec le noyau dans ces années-là. Moi, je te dirais, il y a deux sélections que j'ai beaucoup aimées du côté des Foreurs. C'est des sélections qui sont plus lointaines, mais c'est la sélection 1 de Jason Desruisseaux en 13e ronde. Parce que c'est un gars qui a eu une très mauvaise saison au midget 3, puis ça, on se le cachera pas. Ça a pas eu une saison à la hauteur des attentes, puis, tu sais, sa valeur a beaucoup descendu, puis de réussir à repêcher Desruisseaux qui a quand même produit au niveau Bantam 3A. Tu sais, je veux dire, rendu là, c'est un guess, un super beau guess, que dans le pire, là, tu viens de faire un super bon coup, puis dans le pire, ben, dans le meilleur des mondes, t'as fait un super bon coup. Puis tu sais, je pense que tu sais, des fois, il y a des jeunes qui peuvent avoir une mauvaise année pour diverses raisons. Il peut se passer bien des choses. Puis cette sélection-là, je pense que c'est une bonne sélection. J'adore aussi celle de Mathieu Nadeau en 11e ronde, qui est le frère de Olivier Nadeau, qui joue pour les Cataractes de Shawinigan. Que je pense que c'est un gars aussi qui a beaucoup produit dans le midget espoir. C'est un gars qui a tu sais, l'année prochaine devrait jouer junior midget 3A. Puis par la suite, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est un gars qui a quand même marqué des points, etc. Puis un autre, pour terminer, peut-être un joueur local, là, Frédéric Potvin aussi, qu'en 9e ronde. Moi, je trouve que c'est un bon joueur. Je l'ai vu jouer avec l'Istadel. Puis c'est un gars qui réussit toujours à trouver le fond du filet. Fait que tu sais, c'est une bonne sélection. Les gars, Potvin va avoir un rôle à Amos sur un des deux premiers trios, je pense, à mon avis. Puis il va avoir une occasion de marquer des points. Puis les Foreurs ne peuvent pas se tromper là, avec un gars comme Potvin rendu là. Moi, une sélection que j'ai bien aimée, c'est le 52e choix en troisième ronde, Justin Sullivan. C'est un gars qui a connu une saison peut-être un petit peu en dessous des attentes, mais c'est un gars qui était classé beaucoup plus haut. En début de saison, là, de ce que j'ai entendu, c'est un gars qui était vu peut-être comme un choix de première ronde. C'est un gars qui a une bonne touche offensive, un bon upside offensif, comme on dit. Fait que je pense que c'est un gars qui va profiter de sa prochaine année dans le midget 3 pour vraiment peaufiner cette touche offensive-là, espérer la retrouver, aller au-dessus du point par match. Je pense que de ce que j'ai entendu, c'est vraiment très possible pour Justin Sullivan. Un ailier droit, 5 pieds 9 et demi, 144 livres seulement. Je pense que c'est un gars qui va gagner beaucoup à prendre de la masse musculaire. C'est cliché, mais c'est ça quand même. À quasiment 5 pieds 10, tu peux pas juste peser 144 livres. Là. Je pense qu'il faut que tu gagnes du poids pour faire le saut dans la LHGMQ. Ben ça, c'est un choix. C'est ça pour tous les jeunes. Souvent, on va dire, on a déjà regardé la section de Kiefer Avery pour les Huskies. Le jeune mesure 6 pieds 2, 6 pieds 1, 6 pieds 2. Il pèse 160 livres. Je vais dire, présentement, c'est une échalote. Mais s'il prend 20 livres, c'est un autre. C'est un joueur différent. C'est toujours ça qu'on demande à ces jeunes-là. Souvent, c'est d'aller chercher de la masse musculaire, mais à 15 ans, t'as beau mettre, à un moment donné, ça va venir avec le temps. Là. Exact, fait que c'est ça. Pour Justin Sullivan, moi, c'est un petit peu mon coup de cœur de ce repêchage-là. Je pense que c'est un gars qui a tout un upside offensif. J'ai un bon contact du côté du Cousseau Royal de Laval-Montréal, puis c'est ce qu'il me disait aussi, là, que ce gars-là, offensivement, s'il débloquait plus qu'il l'a fait cette année, c'est un gars qui pourrait beaucoup plus trouver le fond du filet, amasser beaucoup plus de points. Donc, c'est un des gars, je pense, qui pourrait être une des bonnes valeurs du côté de la possible reconstruction des Foreurs. Tu sais, là, je m'avance avec le mot reconstruction la saison prochaine. Mais comme je l'ai dit plus tôt, il y a quand même encore beaucoup de gars plus jeunes chez les Foreurs qui vont permettre de peut-être être très compétitif la saison prochaine. Donc, anyway, de toute façon, je pense que Sullivan, c'est un gars qui va connaître une très bonne saison midget 3 la saison prochaine. Puis ensuite, à 17 ans, on verra il est rendu où, mais je pense que c'est un gars qui pourrait quand même très bien rentrer là, dans la LHGMQ puis avoir du succès offensivement. Peut-être la dernière question, là, on va parler un petit peu
de l'alignement rapidement des Foreurs là, en vue de la saison prochaine parce que je l'affiche à l'écran là, parce que on reviendra là-dessus dans un prochain épisode de peut-être aller plus en détail dans les alignements là, du côté des Huskies et des Foreurs, puis peut-être on le fera pour un peu le tour de la ligue. Mais si on regarde celui des Foreurs, là, à l'heure actuelle, je note 2 postes en attaque, 2 postes en défense, un gardien numéro 2 à trouver, puis un 20 ans à choisir entre Olivier Mathieu et Édouard Saint-Laurent. Là. Je pense que c'est un peu ça le portrait des Foreurs. On reste à voir là, si tu y vas avec Saint-Laurent qui est un joueur de centre ou tu y vas avec Olivier Mathieu pour ce que Mathieu peut t'apporter là, en termes d'intensité puis de grit. J'ai hâte de voir un peu là, le choix que Daniel Renaud va avoir à faire. Il y a aussi un gars comme Lucas Mercury que peut-être les Foreurs pourraient rentabiliser là, dans une transaction là, si ça arrive. Comment tu vois un peu là, l'alignement là, des Foreurs, puis on parlera par la suite là, de l'acquisition de Maxime Kashkovich. Pour ce qui est de Mercury, je pense que je suis assez confortable en ce moment de dire que je l'oublierai immédiatement, là. Mais pour ce qui est du choix entre Mathieu et Saint-Laurent, c'est un choix qui est extrêmement intéressant parce que, je vais être 100% honnête, la dernière saison, j'ai préféré Saint-Laurent de loin à Mathieu. C'est un gars qui a des skills offensifs, mais là, tu regardes l'alignement, puis crime, il y a pas mal juste ça, des skills offensifs, tu sais, fait que du grit comme Mathieu à ce moment-là, ben, je veux pas, ça peut devenir super intéressant à ajouter pour les Foreurs parce que, on le sait, là, un alignement juste offensif, un alignement vraiment juste composé de skills, ou presque, et les chances de réussite à long terme sont moyennes. Donc, j'ai hâte de voir ça. Dans ton alignement, tu as mis un 20 ans au centre du premier trio. Je pense que Justin Robida va être en mesure de prendre cette place-là avec Pelletier et Kachovic. Je pense que c'est un gars qui, malgré son âge, est extrêmement mature, a pris déjà des bons plis pour ce qui est de la couverture défensive la saison dernière avec beaucoup de temps sur le désavantage numérique, tout en étant capable d'être très productif en offensive. Je pense que c'est un gars qui va beaucoup gagner en jouant avec 2 excellents gars offensifs et avec un leader comme Pelletier. Ensuite, gaucher, c'est sûr que sa place dans une équipe contender, c'est sur un 3e trio. Je pense qu'à ce moment-là, il pourrait faire un excellent travail sur un 3e trio, avoir du temps en masse sur le penalty kill, avoir un rôle défensif très, 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 très important. Mais je le vois pas si mal que ça non plus sur un 2e trio. Soit en attendant, soit à long terme. C'est sûr qu'idéalement, sa place est sur un 3e trio, mais il ferait quand même une bonne job sur le 2e trio. Donc là, à ce moment-là, tu peux dire que tu rentres Saint-Laurent ou Mathieu sur le 3e. Mais moi, je pense que William Provost pourrait avoir une chance sur le 3e trio de l'équipe avec le potentiel offensif qu'il a. J'ai aucun problème à lui donner cette chance-là. Et je dis 3e trio, s'il connaît un bon camp, s'il montre qu'il est capable de faire la job offensivement, ben j'ai pas de problème à lui donner une chance sur le top 6 de l'équipe. Là. Puis je pense que te connaissant, t'es pas mal d'accord avec ce que je dis en ce moment. Ouais, exactement. Je pense qu'il y a une chance. Moi, la question que je me pose là, pour le meilleur move des Foreurs, je pense, qui a été fait, c'est l'acquisition de Maxime Kashkovich. Souvent, on dit, tu sais, par le passé, les Foreurs n'ont pas nécessairement eu on va être honnête, les meilleurs joueurs européens. Puis, tu sais, des fois, au lieu d'aller chercher une valeur que tu sais pas à quoi va ressembler, parce que pas quand le joueur arrive à la HMQ, ben des fois tu peux avoir une surprise, puis des fois tu peux avoir une mauvaise surprise. Ouais. Puis un gars que j'avais vraiment beaucoup aimé dans les Foreurs, puis qui a fait sa marque, je pense, avec les Foreurs, qui avait été acquis d'une autre équipe, c'est Yann Mandat. Qui avait adoré à Val d'Or. Tout le monde avait adoré à Val d'Or. Puis tu sais, des fois, c'est un gars qui avait joué ailleurs, mais qu'en arrivant à Val d'Or, il avait trouvé une deuxième vie. Je pense qu'il a été un des joueurs les plus adorés des Foreurs, européens adorés des Foreurs depuis dans les 10 dernières années. Puis je pense que Maxime Kashkovich, c'est un peu la même chose. Tu sais, à un moment donné, là, tu peux repêcher un joueur européen, mais si tu es capable d'aller en chercher un, puis tu sais qu'est-ce que tu vas acheter, parce que pas Maxime Kashkovich, on se le cachera pas, c'est pas un pied de céleri, là, ça va être... C'est un talent offensif ridicule. Je veux dire, 42 points en 36 matchs la saison dernière avec une équipe, disons-le, assez ordinaire à Saint John. Qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec un gars comme
Pelletier, puis avec un gars comme probablement Robida au centre, ce gars-là peut... Moi, je suis pas gêné de le dire, là. Vous me reviendrez sur ces paroles-là dans un an si je me suis trompé, ça me dérangera pas. Ce gars-là peut faire 80-90 points, je suis certain de ça avec le talent qu'il a. Il a un talent fou. En 68 matchs, là, on s'entend, là, je parle d'une saison de 68 matchs, je suis certain que ce gars-là peut topper le 80-90 points. C'est clair. Tu sais, c'est un gars qui va avoir des responsabilités, qui va jouer sur le premier avantage numérique. Puis ça, c'est le genre de joueur que les Foreurs avaient besoin puis qu'ils n'avaient pas. Puis encore une fois, tu sais, on a échangé plusieurs choix au repêchage, mais c'est parce que les Foreurs sont à ce point-là. Tu sais, tu y vas ou tu y vas pas. Puis je pense que les partisans, là, ça fait une couple d'années qu'ils attendent d'avoir du succès. Puis on est rendu là du côté des Foreurs. Puis je pense que cette acquisition-là puis celle de Pelletier, c'était les deux acquisitions que tu devais faire au repêchage. Puis ça va faire que quand tu vas commencer l'année, la charpente de ton équipe est faite. Puis les ajouts que tu auras à faire, ils seront pas immenses. Parce que tu sais un peu c'est quoi. Tu sais, puis je pense que l'acquisition de Kashkovic, tu pouvais pas faire une meilleure acquisition que celle-là. Tu sais, tu aurais pu prendre une chance sur un Européen avec un choix qu'elle ait quand même été dans le top, je pense, 30 au repêchage européen là, pour le choix des foreurs. Là. Si je fais 8 x 3, je pense, je vais vite là, parce que je calcule vite, mais 24, fait un choix top 25 européen, mais tu sais jamais qu'est-ce que tu vas pogner. Puis je te dirais, dans les dernières années, j'ai été un peu déçu de la qualité des Européens à travers la ligue. Tu sais, quand on voit que même Saint John a de la misère à en attirer des bons. Là. Je vois le dernier repêché, Jona Lemus, le Finlandais, tu sais. Quand tu vois des équipes comme Saint John ou Halifax avec Marcel Barinka, tu sais, quand un Européen d'Halifax est dans les estrades à la Coupe Memorial, m'a dire, il y a un problème. Puis, tu sais, je pense que la qualité des Européens est beaucoup moins grande. Puis avec la situation du COVID, puis de la pandémie, tu sais pas non plus s'ils vont pouvoir venir. Là. Tu sais pas ce qui va se passer en octobre. Là. Donc, la question de Kashkovic, je pense que c'était le meilleur move à faire pour les Foreurs. Surtout que tu peux pas prendre un pari sur un. Puis te ramasser à payer le double au fait. Là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, la chimie à l'intérieur de l'équipe, ben, on en a beaucoup parlé du côté des Foreurs dans les dernières saisons. C'est quelque chose qui a peut-être eu de la misère un peu à s'installer. Donc, je trouve ça excessivement important de l'installer en début de saison. Et en entrant des gars au milieu de la saison, surtout des gars comme Kashkovic, que, écoute, je le connais pas le gars, là, mais il y a des mots qui courent à travers la ligue, que c'est peut-être pas le gars qui s'intègre le mieux dans un alignement. Puis je pense que de l'intégrer en début de saison, avec surtout le nouveau coach et les Foreurs, je pense que tout ce groupe-là va pouvoir se souder à fond jusqu'à Noël. Puis qu'à Noël, ben là, on verra les ajouts, que ce soit un ajout majeur ou quelques petits ajouts mineurs, quelques modifications à l'alignement qui vont devoir s'imposer. Ben, je pense que là, on va pouvoir mieux avoir le portrait de tout ça avec la chimie qui va être installée. Puis te dire, OK, est-ce que je veux bouger cette chimie-là? Est-ce qu'elle est déjà assez bonne? Est-ce qu'il y a de quoi qu'on doit bouger de gros? Je pense que en faisant l'acquisition de Pelletier puis Kachovic dès maintenant, dès le repêchage, ben, ça te donne un bien meilleur portrait de ce que tu vas devoir faire à Noël en ayant toute la première moitié de saison pour test. Et là, évidemment, je parle dans une saison où on joue avant Noël, là. Ouais, exactement. On sait pas. Tu sais, on parle, mais on sait pas non plus à quoi s'attendre. Mais j'aimerais aussi t'entendre un peu, là, parce que je sais que moi, j'ai une opinion un peu arrêtée en disant que, comme je te dis, j'ai l'impression que dans les dernières années, la qualité des Européens qui viennent dans la GMQ n'a pas la même qualité qu'on avait eu dans le passé, où on pouvait avoir plusieurs gars qui étaient très très bons. On dirait que depuis 2-3 ans, peut-être que c'est pas la même qualité. Puis on sent que de plus en plus, les joueurs préfèrent rester en Europe puis jouer contre les hommes plutôt que venir dans la GMQ. Puis je pense qu'on cherche plus les perles cachées. Puis des fois, on n'a pas nécessairement la meilleure perle qu'on trouve. Ben écoute, oui. Premièrement, oui, parce que c'est vrai. On regarde les joueurs européens dans la GMQ dans les dernières années, puis c'est vrai, écoute, il n'y a rien à redire. Puis à la défense de ces joueurs européens-là, ben la Ligue nationale, dans son recrutement, de plus en plus regarde vers l'Europe, donc sont moins gagnants peut-être qu'il y a 10 ans de venir du côté de la Ligue canadienne où là, vraiment, le plus grand nombre de recruteurs était. C'est là qu'il y avait le plus de yeux pour être regardés. Mais là, écoute, on le voit notamment avec les Allemands. Je lance cet exemple-là comme ça. On le voit avec les Allemands. Les recruteurs sont beaucoup plus axés sur l'Europe qu'ils étaient auparavant.
Donc, je pense que les gars le savent très bien, les agents le savent très bien également. Donc, c'est sûr que les gars vont être moins tentés peut-être de venir du côté du Canada quand ils savent qu'ils peuvent avoir la même visibilité et peut-être même une meilleure visibilité dans leur pays, tu sais, puis on les comprend à 100% là-dessus, tu sais. Ben aussi parce que quand tu prends l'exemple des Allemands, c'est les jeunes joueurs de 17 ans vont jouer dans les ligues d'hommes, là, je vais dire ça comme ça, dans le sens où ils vont jouer contre des joueurs qui sont âgés de Ouais. 25, 26, 27 ans. Donc, il veut pas, si tu réussis à ressortir là, tu vas ressortir plus au repêchage de la Ligue nationale parce que tu prouves déjà que tu es capable de jouer avec les plus vieux. T'sais, c'est un peu ce que Austin Matthews avait pris quand Ouais. il était là en Suisse. C'est aussi ça, de plus en plus, on voit les meilleurs Européens vont essayer d'aller jouer dans les ligues d'hommes contre des joueurs plus âgés pour aller chercher une Ben, exposition plus intéressante. Là. un exemple, Marco Rossi qui a joué avec Ottawa la saison dernière, ben lui, l'année prochaine, s'il joue pas LNH, ben c'est pas dans la Ligue canadienne qu'il va jouer, c'est en Europe. Fait que justement, je pense que ça joue peut-être un petit peu dans la tête autant des agents que des joueurs, whatever. Le gars s'est prouvé à 100% dans la Ligue canadienne. Ben là, pour lui, il faut qu'il aille se prouver ailleurs. Faut que, pour être vu à sa juste valeur à ses yeux, ben, il faut qu'il aille prouver qu'il est capable d'être bon aussi en Europe. T'sais, je pense que c'est un bon exemple du fait que se prouver dans la Ligue canadienne, c'est plus assez. T'sais. Ben, tu parles de Rossi, on peut parler d'Alexis Lafrenière aussi, que s'il n'y a pas la Ligue nationale, elle commence pas après le repêchage ou que peu importe ce qui se passe, je suis pas sûr qu'il va retourner à Rimouski. Et il y a plus de chances de retourner du côté de l'Europe et de tenter sa chance là, étant donné qu'il va être majeur. Le salaire va être aussi plus intéressant. Là. Non, c'est ça, exact. Je pense que c'est des choses à considérer, c'est des choses auxquelles, à laquelle on pense moins nécessairement en tant que partisans. Tu sais, les partisans, pour eux, c'est ils regardent ce que ça a à glace, puis tout, mais c'est tout l'envers du décor de dire. Tu sais, les partisans d'Ottawa doivent être assez fâchés que Rossi s'en aille, mais tu sais, pour le kid, je pense que c'est effectivement gagnant de retourner en Europe et de montrer ce qu'il peut faire face à des hommes. Là. Mm. Bon, ben on va parler maintenant de nous, de la région. On va parler des petits gars, des joueurs de la région qui ont été repêchés. J'en ai compté 7 gars de la région repêchés quand même bien pour je sais qu'un un petit peu plus que l'Outaouais, que je pense que ça a été plus dur, mais tu sais, c'est souvent c'est des cycles. Là. Nathan Bolduc qui a été le premier joueur repêché par les Foreurs de Val-d'Or, on en a parlé un peu, un petit défenseur offensif avec des qualités offensives. Tu sais, comme j'ai hâte de voir parce que veut pas là, ça va être drôle à suivre si on suit les Forestiers d'Amos un peu là. Nathan Bolduc et Émeric Godette qui vont peut-être faire le premier duo des Forestiers d'Amos, un husky puis un foreur. Deux styles de défenseurs complètement différents. Un grand défenseur défensif avec un plus petit défenseur mais avec un upside offensif plus intéressant. C'est quand même assez intéressant de voir là, puis de pouvoir les suivre l'an prochain, ça va être intéressant. Peut-être qu'au camp d'entraînement aussi, on va peut-être les voir là, se challenger dans le coin. Ben, je pense pas dans le coin là, parce que c'est des défenseurs. Ouais, c'est ça, ça pourrait arriver, mais on l'espère pas trop souvent. Sinon, les deux autres joueurs qui ont été repêchés après ça, c'est Frédéric Potvin en 9e ronde par les Foreurs de Val-d'Or. Puis quelques instants après, c'est Didier Abraham Niamscum des Citadelles qui a été repêché. Je suis assez surpris de voir Didier Abraham avoir sorti aussi loin. Il avait quand même connu une des bonnes saisons avec les Citadelles Midget Espoir. Puis il a finalement été choisi en 9e ronde, là, ce qui est quand même assez loin. Là. Ouais, ben j'étais surpris aussi. Je pense que quand on parle de upside offensif et de prendre des chances tard dans le repêchage, ben je pense que rendu à ce niveau-là, ça devenait un choix très, très, très logique pour une équipe de le sélectionner parce que quand on parle de upside offensif, ben il y en a un très intéressant. Donc, je pense que c'est une excellente sélection. Puis oui, je pense qu'il aurait pu être sélectionné plus tôt. Vraiment, là-dessus, je suis très d'accord. Peut-être un gars que tu connais, Julien Letourneau, un gars de Val-d'Or qui a joué pour le Filon, qui a été repêché par les Remparts de Québec. Je pense qu'il a été volé un peu au nez des Foreurs à ce niveau-là, mais quand même un gars de 17 ans, un bon gabarit. J'ai hâte de voir ce qu'il va être capable, parce que Ouais. je serais surpris qu'il se taille une plage à Québec cette année, mais c'est un gars qui peut-être, avec le développement... Je vais donner l'exemple de Thomas Sigouin, que
Je pense qu'il est arrivé dans la Ligue à 18 ans et va jouer à 20 ans dans la HMQ, un peu comme Mathieu Marquis aussi. On sait jamais ce qui peut se passer rendu là. Ouais, ben c'est un gars qui a joué avec mon frère, qui suivait un petit peu mon frère au hockey. Fait que j'étais content de le voir se faire sélectionner. Mais en effet, je pense que les Foreurs l'aimaient beaucoup. Puis que ça a été un petit vol du côté de Québec. Je pense que Québec s'est fait un petit plaisir à le voler aux Foreurs à ce Ouais. niveau-là. Ben, par la suite, on s'est tourné vers un gardien de la Sarre dans Rouleau en 12e ronde là, par les Foreurs de Val d'Or. Un gardien qui a quand même super bien fait avec les Stadel Midget Espoir. Lui aussi devrait jouer à Amos l'an prochain, là, dépendant de. Euh, je veux pas. Je pense pas qu'il se taille une place à Val d'Or. Je serais surpris, mais au moins il va y avoir peut-être quelques départs là, durant la pré-saison, là, si on a une pré-saison. Si pré-saison il y a. Et finalement, là, les deux autres joueurs, parce que j'en avais oublié un, c'est un petit gars de Temiskaming qui jouait à North Bay, Nico Laforce, qui a été repêché par Ok. Saint John, qui est un joueur qui a ramassé quand même pas mal de points avec North Bay dans le midget 3A du côté ontarien. Saint John qui en a fait sa sélection. Puis le dernier joueur réclamé qui a été Mathis Payeur, là, défenseur des Stadel par les Cataractes de Shawinigan. C'est un défenseur que j'ai vraiment beaucoup aimé, que moi que j'avais vraiment là, sur ma liste, que je me disais lui c'est un gars qui va être repêché parce que je trouve qu'il a vraiment une très bonne première passe puis il se déplace vraiment bien à la ligne bleue. Donc j'étais vraiment content de voir un gars comme lui être repêché parce qu'il a connu une très bonne saison avec les Stades Midget Espoir là. Ouais, ben de mon côté, c'est sûr que en n'étant pas dans la région à cause des études, j'y vois moins ces gars-là, mais Nathan Bolduc, c'est un autre gars qui est de l'âge à mon frère, que j'ai pu suivre un petit peu tout au long de son développement quand il était plus jeune. Puis c'est un gars qui a toujours eu la tête très haute, qui a toujours eu une excellente vision du jeu, puis ça se voit dès le plus jeune âge. Hein. C'est quelque chose qui se remarque facilement. C'est ça, fait qu'une bonne vision du jeu, ça c'est autant offensivement que défensivement. Je pense que avec cette intelligence-là, cette vision du jeu-là, tu sais, quand on parle de hockey IQ, je pense que Bolduc va être capable de se faire assez rapidement un chemin vers la LHMQ. Je pense qu'à 17 ans, il va quand même avoir un rôle avec les Foreurs à jouer important. Pour ce qui est de Frédéric Potvin, c'est un gars dont j'ai entendu beaucoup de bien et tu l'as dit tantôt, tu as dit exactement ce que j'avais prévu de dire sur lui. C'est un gars qui trouve des façons de marquer. Et ça, l'instinct de marqueur, on le dira jamais assez souvent, même si c'est cliché, ben c'est quelque chose qui s'apprend pas tant. C'est quelque chose que tu as en toi, l'instinct de marqueur, puis soit tu sais scorer, soit tu pognes le poteau puis tu manques le net, tu sais. Fait que, Tu parles par expérience là? peut-être que je parle par expérience. Et Frédéric Potvin, ben c'est un gars qui pogne pas le poteau puis qui manque pas le net, c'est un gars qui la met dedans. Fait que je pense qu'en 9e ronde, c'est un gars sur qui tu mets la main puis tu te dis Crime, il va peut-être avoir un bon camp, scorer une coupe de but puis Crime, il va se faire une place sur notre power play, notre Ben, top quand tu 6, vois un top gars 9. comme Anthony Turcotte qui a été repêché par Rouen l'an passé, qui a connu une très très bonne saison au midget 3A, c'est le même exemple. C'est le genre de joueur qui pourrait genre avoir Ben une ouais. super saison avec les Forestiers d'Amos et devenir un incontournable pour l'alignement l'an prochain. Là. Exact, Turcotte, c'est un gars, encore une fois, merci à mon frère que j'ai beaucoup vu jouer quand il était plus jeune. Puis lui aussi, c'est un gars que lui encore plus que Bolduc, lui, c'est un gars qui ressortait vraiment toujours du lot. Là. C'est un gars qui, par son intelligence, son instinct offensif, il sortait vraiment du lot. Donc, je suis vraiment pas surpris de voir le succès qu'il y a aujourd'hui, même vraiment, vraiment pas. Puis j'étais déçu que les Foreurs l'échappent au repêchage. Turcotte, c'est un gars que je suis certain qu'il va jouer dans LHGMQ puis avoir un certain succès. J'ai pas Mario Pouliot en a parlé vraiment en très très bon terme. Puis je te dirais, lui en se présentant au camp des Huskies ou peu importe ce qui va se passer, là, camp ou pas, lui il part avec une longueur d'avance. Là. La seule affaire qu'il peut faire, c'est s'il arrive pas prêt pour le camp d'entraînement, il y a un poste à perdre. Il y a pas un poste à gagner, il y a un poste à perdre à mon avis. Ben, je suis vraiment pas surpris de l'entendre parce que pour très bien le connaître, c'est un gars, j'ai toujours été certain que ce gars-là allait avoir un succès là, dans LHGMQ. Un autre gars de la région il a bougé durant la période de transaction, qui est arrivé un peu avant le repêchage, c'est Thomas Sigouin qui a été échangé du Phoenix de Sherbrooke au Rempart de Québec et ma foi, il sera le gardien de confiance de Patrick Roy, gardien de 20 ans. Quand même assez... mettons que
quand tu te fais aller quand tu dois faire chercher, quand Patrick Roy vient de dire c'est toi qui vas être mon gardien numéro un parce qu'il veut pas, William Rousseau va être le gardien numéro 2 là, à Québec, ben je dirais pas gardien numéro 2 parce que William Rousseau est quand même très bon, mais Thomas Sigouin va être l'homme de confiance là, des Remparts de Québec. Quand même un rôle assez intéressant pour un gars de la région. Ben, certain, c'est intéressant, mais quelle histoire, Thomas Sigouin, quand même, hein? Écoute, ce gars-là est arrivé dans la Ligue officiellement à 19 ans. Ben, il a joué 4 matchs. 4 matchs Ouais, avant ouais, de se péter je vais utiliser le terme se péter le genou parce que c'est un peu ça qui est arrivé, grosse blessure au genou, a raté toute la saison, et là arrive à 19 ans avec Sherbrooke, a été très bon comme numéro 2 et là voilà, va compléter son stage junior à 20 ans. Tu sais, puis tu dis quelle histoire aussi, hein, à 16 ans, là, il était devant le filet des Comètes d'Amos dans le midget 2B, là. C'est quand même tout un revirement de situation. Je veux dire, c'est une preuve de caractère, là. Ben, tu sais, des goalers de 20 ans dans LHMQ qui ont disputé 31 matchs ou moins avant dans LHMQ. Il doit être le seul, honnêtement. Je vois pas vraiment vite comme ça qui d'autre. Parce que un spot de 20 ans, là, ça se gagne dans LHMQ. Là, ils se font rares, les spots de 20 ans. Puis quand tu l'as, ben, c'est parce que tu l'as mérité. C'est parce que ton équipe te fait drôlement confiance. Fait que pour payer une autre équipe, pour te donner un spot de 20 ans comme goaler qui a disputé 31 matchs, écoute, ça prend une énorme confiance. Là, je pense que ça en dit énormément sur comment Patrick Roy voit Thomas Sigouin. Puis je pense que ça en dit énormément aussi sur comment il pense que la prochaine saison va se dérouler, dans le sens qu'il voit vraiment Thomas Sigouin disputer, je pense, beaucoup de matchs. Quoique, il y a le jeune gardien qui s'en vient, mais justement, rappelle-moi donc son nom, au jeune gardien de Québec. William Rousseau, parce qu'on a échangé Émeric Despatie à Gatineau dans son patelin là, à Gatineau, mais tu sais, William Rousseau, tu peux t'attendre à dire Thomas Sigouin va disputer une quarantaine de matchs, peut-être 36, 38, puis William Rousseau aura le reste, là, mais c'est quand même un spot de gardien numéro 1. T'amènes pas un 20 ans pour l'asseoir au bout du banc non plus, là. Exact. C'est ça aussi, là. Donc, de voir Thomas Sigouin être... quelle histoire, ça démontre aussi que le hockey, ça se joue sur la patinoire, puis, si tu crois en tes rêves, tu peux les réaliser. Là. Je pense que c'est un peu je vais pas dire que c'était la Chase Marchand, là, parce que Chase Marchand est parti est parti du balotage à une Coupe Memorial. Mais pas presque à une Coupe Memorial, mais quand même. Ouais, non, c'est ça. Je pense que c'est une belle histoire. Puis ça encore, tu sais, je me répète, ça montre la confiance que Roy a envers Thomas Sigouin. Puis sincèrement, j'espère vraiment que ça va bien se passer pour lui. Là. Des histoires comme ça pour des petits gars de l'Abitibi, là, ça fait toujours du bien à voir. Puis j'ai bien hâte de suivre ça. Là. Moi aussi, j'adore. On aime ça suivre les gars de la région puis de voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire dans la ligue. Donc ça va être un super match. Ça va être un super. Puis finalement, on va terminer sur notre dernier sujet, les récalcitrants dans la LHMQ. Encore une fois, le débat de l'heure. Qu'est-ce qu'il reste à dire là-dessus? Qu'est-ce qu'il reste à dire là-dessus? Hein? Rappelons là, que le débat sur les récalcitrants, là, ça fait quelques années que ça revient à chaque repêchage parce que certains joueurs menacent d'aller dans la NCAA ou de choisir leur équipe. Puis la LHMQ là, cette année avait fait, dans les dernières années, a fait quelques changements. Premièrement, si tu choisis un récalcitrant en première ronde, si tu choisis à partir du choix du rang 1 à 5, tu as la 6e sélection. Et à partir de la 6e sélection du repêchage, tu as le même choix l'année suivante. Et on a ajouté cette année que la 2e ronde aussi inclut les récalcitrants. Donc en première et en 2e ronde, si tu repêches un joueur qui ne se présente pas, tu vas avoir la même sélection au repêchage suivant, excepté dans les 5 premières sélections où là on te ramène au 6e choix. Moi je trouve que déjà d'allonger la 2e ronde est bien. Je penserais peut-être à mettre la 3e ronde aussi, parce que les choix de 3e ronde, souvent c'est là où les équipes en ont un petit peu plus et pourraient prendre un petit peu plus de risques, quitte à mover un asset. Je pense que c'est le move que je ferais, mais sinon, tu sais, c'est mais quoi? Moi, sais-tu ce que je ferais? Oui, d'ajouter la 3e ronde à ce règlement-là serait bon. Oui, ce règlement-là est bon.
Ce que je ferais par contre, je prends un dossier que je connais bien en Evan Noss. Evan Noss, écoute, les Foreurs le repêchent. Ils ont jusqu'au mois de mars, avril à peu près pour dire s'ils se sont entendus avec lui ou non. À ce moment-là, ben non, si t'es pas entendu avec lui. Donc, s'il arrive quelque chose comme la COVID juste avant le repêchage de l'année suivante, et que là, Nos se dit, OK, c'est plus safe pour moi d'aller jouer dans la LHMQ, ben peut-être qu'il se serait finalement joint aux Foreurs. Donc, moi, ce que je proposerais à la LHMQ, et je suis certain que des DG l'ont en tête, c'est tu repêches un joueur, tu ne l'as pas dans ta possession seulement pour un an. Tu as le choix dans la première année de dire OK, je prends le 6e choix cette année, mais tu peux aussi dire non, je garde le joueur en ma possession et j'ai le 6e choix dans 2 ans. Par exemple, les Foreurs auraient eu le 6e choix en 2021. Donc là, à ce moment-là, ça leur donne le choix de soit échanger Nos à son année 17 ans au Rempart, par exemple, ou bien ça leur donne le choix de repêcher en 2021 si vraiment là, Nos a fait le choix d'y aller du côté des États-Unis. Donc, ça vient vraiment donner plus d'options à l'équipe qui a repêché un gars dans le top 10, dans la première ronde, pour leur donner surtout plus de temps. C'est pas nécessairement le nombre d'options, c'est le temps. Parce que là, ils ont l'option en plus de l'échanger à une autre équipe qui va vouloir le payer au gros prix. Parce que là, Nos, c'est sûr que les équipes ne voulaient pas le payer au gros prix en sachant pas. Là, en sachant peut-être que Nos allait se présenter, mais Québec aurait pu payer le prix à Val-d'Or peut-être au dernier repêchage ou au cours de la saison, pendant le camp, whatever, tu sais. Ouais, mais c'est certain que oui, mais en même temps, t'as quand même un de août, de juin à mars, il y a quand même une bonne marge de temps pour t'entendre avec le joueur. Si t'as pas réussi à t'entendre, tu sais, là, on parle de la situation du COVID qui est arrivée, qui a fait peut-être changer les intentions de Evan Noss, mais si c'était pas arrivé, qui sait si ce Mais serait... sans, Tu sais, c'est là où je dis que, dans le sens où si t'as retenu les services du joueur 1 an, ben, t'as eu 1 an, presque pratiquement 1 an pour négocier avec le joueur, puis tu t'entends pas, je pense que tu sais qu'il se peut. T'es capable de prendre une décision. Je pense pas que c'est un oui, manque de temps nécessairement, là. oui, tu le sais, mais c'est pas nécessairement le manque de temps qui est à retenir là-dedans, c'est le manque de temps pour l'échanger à une autre équipe qui, là, deviendrait une option plus plausible, qui ferait que tout le monde serait content parce que l'équipe qui l'a repêché obtiendrait la juste valeur ou pas loin pour le joueur. L'équipe qui le veut, ben, il l'aurait. Mettons, Québec aurait payé le prix pour Nos, ben, il l'aurait dans son alignement. Et la LHMQ serait content parce qu'elle garderait le joueur dans la LHMQ parce qu'on le sait, c'est ça le vrai enjeu. C'est d'avoir les joueurs de qualité dans la LHMQ avec souvent les joueurs qui veulent choisir leur équipe. Ben, c'est touché, mais on les laisse un peu faire. Puis c'est dur de mettre un règlement dans le sens où tu veux pas chasser les joueurs de ta ligue. C'est très, 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 très légitime de la LHMQ. Fait que je pense qu'à ce niveau-là, c'est là que ça deviendrait intéressant de donner une année de plus aux équipes pour échanger ce joueur-là. Puis sinon, ben, le joueur soit peut être repêché. Là, ça commence à être tard, mais 2 ans plus tard, si une équipe vraiment veut faire ce choix-là, il y aurait des ajustements à faire, c'est sûr, au niveau du repêchage. Mais je pense que ça deviendrait quand même une option à avoir vraiment, si on prend vraiment côté transaction, côté laisser la chance à l'équipe qui l'a repêché, de l'échanger à l'équipe qui le veut au bon prix, tu sais. Ben, c'est certain que, tu sais, il y a peut-être une nuance à apporter à savoir jusqu'à quand tu peux décider de prendre ton choix dans le sens où, tu sais, ça pourrait être que, genre, tu sais, parce que c'est sûr que si en mars, tu peux pas, il n'y a pas de transaction. Fait que la période des transactions est avant Ouais. le repêchage. Donc là, peut-être que à ce moment-là, la GMQ devrait ouvrir une période de transaction pour, euh, pour échanger les droits d'un récalcitrant si nécessaire, mais je peux pas être certain que si Pascal Laou appelle en disant à Gilles Courteau, si tu t'entends avec quelqu'un au mois d'avril pour une transaction d'un récalcitrant, elle devrait pouvoir se faire ou s'échanger. Il y a sûrement quelque chose. L'autre chose que souvent les gens rapportent, c'est la lettre d'intention. Là, c'est de faire signer une lettre d'intention à tous les joueurs. Puis si ça signe pas, t'es pas admissible, etc. T'en penses quoi, toi, de ça? Ben, ça revient exactement à ce que je viens de dire, c'est que la LHMQ, moi en tant que gars de petit marché qui a toujours vécu à Val-d'Or puis qui est un fan des Foreurs, puis je m'en cache pas,
ben certain que je serais pour ça. Certain que je serais pour ça parce que moi, Val d'Or est jamais avantagé par le dossier des récalcitrants. Fait que c'est sûr que je serais pour ça, mais cela étant dit, c'est sûr que je comprends la GMQ aussi de pas vouloir perdre des gars, tu sais, dans le sens qu'un gars comme Evan Noss, mais je pense que ça va être un excellent joueur dans la GMQ, donc je comprends la GMQ de faire ce qui est en son pouvoir pour ne pas perdre ce gars-là au profit des collèges américains. Donc, est-ce qu'il y a une recette secrète? Non, tant que l'argent est inclus, est dans ce dossier-là. Parce que, veux pas, là, je parle d'Evan Noss, c'est peut-être pas un Evan Noss qui va te remplir un aréna, mais un jour où Alexis Lafrenière Nathan McKinnon. Ouais, ben oui, prenons McKinnon. Ouais, McKinnon, ben, s'il avait quitté la LHMQ, ben, ça aurait fait mal. Donc, à ce niveau-là, ben, c'est sûr que je comprends la LHMQ d'avoir peur un petit peu de faire signer cette lettre-là qui dit tu vas aller jouer ou tu vas être repêché ou t'es pas éligible. Ben, écoute, c'est sûr que ça ferait mal à la LHMQ parce qu'il y a des gars qui quitteraient parce qu'ils seraient pas certains de pouvoir aller jouer à Halifax ou Moncton ou Québec. Donc, je peux comprendre la GMQ, mais est-ce que moi, en tant que fan de Petit Marché, j'aimerais ça? Ben, certain que j'aimerais ça que tu sois obligé d'aller jouer à la place où tu es repêché. Mais la réalité, c'est pas ça, puis c'est bien plate, mais ça sera jamais ça, parce que l'argent, ben, ça mène le monde, puis ça mène aussi la GMQ, puis c'est correct, c'est comprenable. Tu sais, mais il y a une des choses que j'avais trouvé intéressante, qui était la lettre d'intention que si t'es pas certain, ben tu drops dans le repêchage américain. Et là où c'est des gars que genre la plupart du temps se présentent pas. Tu sais, le draft américain, on va se le dire, on le fait pour Pour le fun, là. pour le fun. On met des noms sur une feuille puis on choisit. On choisit le nom le plus drôle qu'on peut choisir. Mais c'est un peu ça aussi. Est-ce qu'on transfère les cas incertains vers ce repêchage-là et ça devient, au lieu de prendre au lieu de prendre Anton Serdon, peut-être que là, je sais pas s'il va se présenter au Husky ou peu importe, les Foreurs ont déjà repêché le fils de Tony Amonte, Tristan Amonte, mais il s'est jamais présenté pour les Foreurs. Mais au lieu de prendre Tristan Amonte, peut-être que tu peux prendre un gars comme Evan Noss ou Guillaume Richard qui serait disponible je te lance une option. Ça vient de me popper dans la tête. Mettons là, que les gars, s'ils signent pas cette lettre-là, ben ils sont éligibles seulement en première ronde. Donc, ça empêche les cas, par exemple, à la Malatesta. Au Québec, on le repêche, je pense, en 7e ronde. Sixième ronde. Fait que là, Québec se ramasse avec une vedette contre un choix de 6e ronde. Ben là, il aurait été obligé de drafter dans les 18 premiers. Donc, ça ne devient pas nécessairement plus avantageux pour les autres équipes, mais ça fait que Québec devrait quand même utiliser un choix de première ronde pour le repêcher. Mais on revient au même point que le point que tu avais avancé aussi, que comme partisan de hockey, puis comme partisan de la LHGMQ, tu veux voir les meilleurs joueurs dans le circuit. Donc, tu sais, à un moment donné, tu peux pas. Comme on dit, il n'y aura jamais de solution magique. On sera jamais capable de trouver Québec, avec ce règlement-là, ce serait sûrement aller chercher, mettons, le 18e choix pour repêcher Malatesta. Donc, ça les aurait forcés à dépenser un petit peu, perdre un petit peu de valeur pour aller chercher Malatesta. Même si c'est 18e, ben, tu sais, ça reste que Malatesta vaut plus qu'un 18e choix, on s'entend, mais ça reste qu'ils ont quand même dû dépenser un choix de première ronde pour le prendre au lieu d'un choix de 6e ronde. Tu sais, je pense que ça serait dans les solutions les plus parfaites. Quoique c'est pas parfait, mais je pense que ça serait dans les meilleures solutions possibles. Là. Ben, je pense qu'il n'y a pas de solution parfaite. Il va toujours avoir. Il y en a pas. Puis, tu sais, comme tu dis, tu préfères-tu voir James Malatesta jouer dans la LHMQ ou tu préfères le voir jouer dans la USHL? Tu sais, c'est aussi ça. T'sais. À un moment donné, des gars comme Malatesta vont être. Puis, sans dire qu'il fait courir les foules, mais quand même, quand tu t'entends parler de James Malatesta puis d'un 16 ans qui fait. Tu sais, on peut prendre l'exemple de Zachary Bolduc aussi. Tu sais, des gars qui à 16 ans impressionnent et produisent autant. Tu sais, Zachary Bolduc a quand même été la recrue de l'année cette année dans la LHMQ. Il est arrivé en milieu d'année, tu sais, c'est à Rimouski, après avoir été à Mont-Saint-Charles, au prep school américain. Tu sais, c'est des gars que tu veux dans ta ligue parce que c'est des gars qui sont tellement bons puis qui apportent tellement
par la suite. Puis, tu sais, il veut pas Malatesta, Zachary Bolduc, c'est tous des gars que peut-être au repêchage de la Ligue nationale vont être repêchés. Ça ajoute à ton prestige de ligue pour peut-être convaincre des joueurs de choisir la voie de la LHMQ aussi, là. Ouais, c'est sûr. Écoute, on le dira jamais assez, on n'a pas de solution parfaite. Mais est-ce que c'est juste? Absolument pas. Mais je pense que les petits marchés vont juste devoir s'adapter. Puis en fait, les petits marchés le font. Tu sais, on regarde les derniers gagnants de la Coupe du Président. Puis je pense que ça montre que les petits marchés ont quand même su bien s'adapter à ça. Puis aller chercher les championnats quand même. Là. Puis on va tu sais, veux pas, on va parler pour notre paroisse un peu aussi. Je veux dire, les Huskies au dernier repêchage ont quand même repêché 6 gars des Maritimes, puis jusqu'à l'heure où on se parle, ils se présenteraient tous, on va se croiser les doigts que ça arrive, mais ils se présenteraient tous au camp d'entraînement. Donc, tu sais, ça en dit long. À un moment donné, tu sais, ton branding d'organisation se construit aussi. Tu sais, c'est la même chose avec les foreurs. Tu sais, peut-être que dans les dernières années, les foreurs ont moins mis l'accent sur les gars des Maritimes, mais je me rappellerai un Randy Gazzola qui est arrivé à Val-d'Or, a eu, tu sais, à un moment donné, je pense que aussi ça se construit ton identité d'équipe, ça se construit ta réputation. Tu sais, c'est certain que moins tu as de succès, moins tu es attirant pour des joueurs, puis c'est peut-être un peu le cas présentement pour les foreurs, c'est que le succès n'a pas été au rendez-vous dans les dernières années, puis là ça fait que c'est plus dur de convaincre des joueurs de venir à Val-d'Or. Puis il y a d'autres joueurs qui viendraient à Rouen, même si c'est juste 1 heure de distance entre les deux villes, parce que le prestige des Huskies des dernières années fait en sorte qu'ils sont plus attirants que les foreurs de Val-d'Or. Mais tu sais, c'est aux foreurs de vanter les Anthony Manta, Antoine Bibeau, Roberto Luongo, c'est ces gars-là qui ont passé par Val-d'Or aussi. Là. Mais ça, t'as nommé Gazzola, là, il y a aussi Ryan Graves qui a été là pour la conquête de notre coupe. Je pense que c'est des gars qu'on doit valoriser davantage en vantant les foreurs. Des gars qui se sont beaucoup plaît à Val-d'Or. Puis tantôt, tu parlais d'un Yann Mendat. Là. Ce gars-là est arrivé à Val-d'Or, puis je l'ai déjà vu un été. Il jouait plus avec les foreurs. Là, venir passer un été à Val-d'Or. Ce gars-là a appris en quelques mois l'anglais et le français. Ce gars-là parle quasiment parfaitement français. Là. Je sais pas s'il en a perdu depuis la dernière fois que je l'ai vu, mais ce gars-là a appris le français, ce gars-là a adoré Val-d'Or, puis adoré, c'est même pas le mot, il est tombé en amour avec Val-d'Or, puis il y en a beaucoup de joueurs auxquels c'est arrivé là, de tomber en amour avec Val-d'Or, puis je parle de Val-d'Or parce qu'évidemment, c'est la ville que je connais, mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui tombent en amour avec leur équipe de petits marchés, parce que les petits marchés, ça a un charme, veux pas, tu sais, de voir les partisans qui te promènent dans la rue, les partisans te connaissent, pas parce que t'es une vedette du Canadien de Montréal, là. Val-d'Or, là, je veux dire, t'es une vedette du Canadien de Montréal quand t'es un joueur des Foreurs de Val-d'Or. T'as beau être un joueur de 4e trio des Foreurs, tu marches en avant du Tim Horton, puis tu te fais reconnaître par les fans qui sont super contents de te jaser, là, même si t'es un gars de 4e ligne de la LHMQ. C'est quelque chose qui est beau à Val-d'Or que tu retrouveras pas nécessairement dans des villes comme Québec. Là. Exact. Prends à Samuel No, on va donner cet exemple-là. Quand les Huskies et les Foreurs sont allés jouer à un match pré-saison à La Sarre, je pense pas que les gens étaient là pour voir les Huskies et les Foreurs. Ils étaient là pour voir Samuel No jouer au hockey. Fait qu'à un moment donné, c'est aussi ça, je pense, ce qui fait la beauté des petits marchés. Puis, tu sais, on n'en parlera pas, mais les dernières séries, autant à Val-d'Or qu'à Rouen, si on regarde les séries où ça s'est rendu plus loin, je veux dire, les matchs à Val-d'Or en 2014, la finale, l'ambiance dans l'aréna, c'était quand même assez spécial. La même chose à Rouen en 2016 et en 2019. Tu sais, la finale de 2016, là, quand le 5e match a commencé, là, pas certain que le match était fini avant que la puck retombe parce que l'aréna était bruyante et c'était fou comme ambiance. Je pense que... Un exemple plus récent à Val-d'Or, quand on a causé la surprise en 6 matchs contre les Cataractes de Shawinigan, là, l'ambiance dans l'aréna, je vais utiliser l'expression que tu viens d'utiliser. Le match était fini avant que ça commence juste à cause de l'ambiance dans l'aréna. Les Cataractes, il avait beau avoir fini d'un premier au classement, là. Je te dis que les partisans ils ont eu un méchant impact sur ce match numéro 6-là pour que les Foreurs éliminent les Cataractes. Les partisans sont là, puis c'est dommage qu'ils soient pas toujours là dans les moments difficiles, mais qu'est-ce que tu veux, on fait avec, puis c'est plate, mais c'est ça, puis on vit avec.
mais en série, puis je pense que cette année, ça va être un bon exemple avec les Foreurs. Je pense que les partisans vont être au rendez-vous à Val-d'Or cette année, puis ils sont mieux de l'être pour voir des gars comme... Tu lâches un message subtil, là! Ben, soyez à l'aréna, sinon... Ben non, mais c'est parce que quand vous verrez, là, Jean de Val-d'Or, que des gars comme Jacob Pelletier, ben un Jacob Pelletier, là, vous avez aimé Anthony Manta, Jean de Val-d'Or, ben un gars comme Jacob Pelletier, c'est dans le même range de joueurs qui ont la possibilité d'être des bons joueurs dans la Ligue nationale. Fait que si vous avez aimé ça, voir Manta, puis vous vous êtes dit par après, crime, j'aurais dû aller voir plus de matchs d'Anthony Manta, ben Jacob Pelletier, c'est votre chance de vous reprendre parce que Jacob Pelletier, c'est dans le range d'un gars comme Anthony Manta en termes de talent. Puis à ses côtés, tu as un gars comme Maxime Kachovic qui est dans un range de talent très, très, très élevé. C'est un choix de 3e tour par le Lightning de Tampa Bay. Puis c'est un gars qui a tout un talent. Un gars comme Justin Robida, c'est un gars qui a tout un talent. Du talent dans cette équipe-là, cette année, il va y en avoir à revendre. Puis je vous jure que vous voulez voir ces matchs-là parce que je pense que vous allez vous mordre les doigts d'avoir manqué trop de matchs quand vous allez voir que vous pouvez pas vous acheter de billets en série parce que c'est sold out. Achetez-les vos billets en saison, manquez pas cette chance-là. Mon message est passé. Maxime Larouche qui dit les Foreurs cette année, achetez vos billets, ça va être le meilleur show en ville. Je pense que je suis d'accord avec toi. Tu me donnes le goût d'y aller? Ben, j'espère, tu viendras, j'ai hâte de te voir là. Ben oui, je vais aller voir les Foreurs. Comme on dit, en région, une fois qu'une équipe est éliminée, on peut prendre pour l'autre. Hey, veux pas dans la dernière décennie, il y a combien de coupes du président qui ont été gagnées en Abitibi-Témiscamingue? Il y en a eu 3, hein? Ouais, non, c'est ça. Moi, j'ai de la misère avec le fait de prendre pour l'autre équipe quand notre équipe est éliminée. Mais quand même, j'invite les gens à le faire, même si moi, je serais jamais capable. Ah ouais. Mais pour en venir au récalcitrant, il n'y a pas de solution miracle à part le bouche à oreille. C'est de voir des gars comme. Puis c'est le fun d'avoir les Huskies utilisés comme un gars comme Noah Dobson qui a quand même apprécié son séjour à Rouen puis qui le vante un peu. Je sais que c'est un des joueurs qui a parlé au nouveau repêché là, du côté des Huskies, un gars comme Samuel Harvey aussi. Je regarde un gars comme Tyler Heinen puis ce qu'il a véhiculé à propos des Huskies dans les Maritimes, dans les journaux anglophones. C'est ça que ça te prend aussi pour comme petit marché pour créer peut-être et amener des gars, c'est d'avoir des gars qui sont passés par ton programme puis qui l'ont aimé. Un gars comme Tyler Heinen qui a quand même eu son mot à dire dans la conquête de la Coupe Memorial par les Huskies. C'est un gars que à un moment donné, il peut lâcher un coup de fil à une coupe de gars des Maritimes puis dire à quel point il a aimé son parcours. Je pense à un gars comme Chase Marchand que il s'en allait directement dans une Ligue Junior A avant de recevoir l'appel pour les Huskies, puis il a gagné le trophée de meilleur gardien de la Ligue et a écrit son nom dans le livre des records. Veut pas. Ça prend des gars comme ça qui vont pouvoir en parler en bien. Puis vendre ton programme à d'autres joueurs. Puis je pense que c'est un peu ça aussi que les équipes de petits marchés doivent faire, c'est de trouver une façon de se distinguer puis de montrer que hey, si tu viens chez nous, c'est ça que tu vas avoir. Parce que veux pas, il y a pas. Oui, il y a l'argent qui mène qui est quelque chose, mais c'est aussi le prestige, c'est quoi tes installations, etc. Tu viens à Rouen, puis les installations qui ont été mises à jour dans les rénovations de l'aréna ont fait que c'est un des beaux vestiaires, puis veut pas le gymnase est intégré, ça rend une certaine vie un peu puis ça donne un prestige à ton programme, là. Ben, je suis d'accord, puis je pense que pour ça, cette année va être excessivement importante pour les Foreurs avec des gars comme Kachovic qui vont pouvoir rendre le prestige aux Foreurs côté européen, des gars comme Pelletier qui vont pouvoir rendre le prestige aux Foreurs niveau meilleurs espoirs québécois, puis des gars comme Robida qui vont être capables de rendre le prestige encore une fois aux Foreurs, puis Robida qui a été beaucoup charmé par les Américains qui tentaient vraiment de l'amener du côté des États-Unis, lui qui a la double nationalité. Puis je tournais un podcast ce matin avec Stéphane Robida, le père de Justin, puis il nous racontait une histoire que un gars du programme de développement américain, un programme extrêmement reconnu, ben il est allé voir une pratique à Maga, puis il avait essayé de dire à Justin, américain, puis Justin, sa réponse ça a été non, moi c'est l'AGMQ, puis peu importe où que je joue dans l'AGMQ, ça va être ça, puis
Chapeau à Justin pour ça. Il aurait pu être repêché autant à Batters qu'à Val-d'Or, qu'avec Homo, il serait allé n'importe où, puis il aurait juste voulu gagner avec cette équipe-là. Puis des joueurs comme ça, je pense que c'est important. Puis c'est important que ces joueurs-là, après ça, ça serve d'exemple aux autres joueurs qui se disent, ce joueur-là a bien réussi, c'est bien adapté dans un petit marché. Mais pourquoi pour moi ça serait pas correct? Pourquoi moi je serais pas capable d'avoir autant de fun que ce joueur-là? Puis c'est autant bon comme pour des gars comme Anthony Manta qui a eu beaucoup de succès à Val-d'Or. Ben si Manta a eu autant de succès, pourquoi moi ça m'empêcherait d'en avoir? C'est pas vrai que tu peux avoir plus de succès. C'est pas vrai que tu vas être un meilleur joueur si tu joues pour un gros marché. Ça n'a pas rapport. Ça se passe dans ta tête puis au niveau de ton talent. Je pense que ça passe aussi par peut-être. Puis c'est sans jeter le blâme aux organisations, je pense que ça passe aussi par le fait que les équipes doivent en faire plus au niveau de leurs anciens pour vanter leur programme, ouais. D'avoir un peu plus de contact avec leurs anciens puis de les vanter. Puis je trouve ça, c'est un point que je trouve aussi un peu difficile. C'est souvent, on a des très bons joueurs qui passent en région, mais les organisations ont de la difficulté à garder le contact avec eux. Ouais. Tu vas à Val-d'Or, puis on va prendre l'exemple de Yann Mandat, parce que Yann Mandat a été un des joueurs les plus appréciés à Val-d'Or, puis je pense que c'est un des gars qui a puis ça paraissait sur la patinoire, puis dans les entrevues qu'il donnait, qui était un gars qui était super heureux à Val-d'Or. Mais comment ça se fait que ce gars-là est pas un ambassadeur des Foreurs, qui est pas mis un peu de l'avant pour vendre le programme des Foreurs? Parce que tu veux pas, moi j'ai eu l'impression que tu te voyais sa patinoire, puis il y avait du plaisir avec les Foreurs, puis ça se voyait, il était adoré à Val-d'Or, puis les partisans l'adoraient aussi. Puis je pense que des gars comme ça, tu dois en faire des ambassadeurs, puis tu dois t'assurer de montrer que hey, si tu viens à Val-d'Or, regarde ce que Mandat a fait, regarde ce que Manta a fait, puis de vanter un peu plus tes anciens, puis de vanter ce qu'ils ont fait, puis ce qu'ils ont apporté, là. Je suis 100% d'accord. Puis je pense que oui, c'est bon pour Val-d'Or, puis c'est bon pour beaucoup d'équipes dans la GMQ, les petits marchés. Je pense que tout le monde doit plus en faire pour promouvoir leur programme, promouvoir les gars qui ont eu du succès dans l'organisation, parce que chaque petit marché a eu du succès à un moment ou à un autre de son existence. T'sais. Fait que je pense que c'est de mettre en avant ce succès-là pour peut-être faire oublier. Je prends l'exemple de Val-d'Or. Oui, les dernières années ont été difficiles. Ben, let's go, on oublie ça. Puis là, je pense que c'est bien parti avec les acquisitions qui ont été faites, mais ça va être aussi après ça une fois que ces gars-là, comme Pelletier, Kachovic, vont être partis, ben, s'ils ont eu du fun à Val-d'Or, puis s'ils ont eu du succès à Val-d'Or, ben, ça va être de continuer à sentir ce succès puis ce fun-là, même quand ils vont être partis, puis trouver une façon de le faire sentir. Ben, puis de faire sentir qu'ils ont été bien à Val-d'Or dans un sens, ou dans n'importe quel petit marché. Tu sais, on a juste à prendre l'exemple des Olympiques. Là, avant le départ d'Alain Cyr, les Olympiques se dirigeaient vers... c'était vers un iceberg, je vais dire comme ça. C'était le Titanic qui s'en allait sur un iceberg, et là on a fait des changements, puis là Tristan Luneau, Samuel Savoie, Antonin Véro, les gars vont tous se présenter là-bas. Pas, ce que ça peut faire comme changement de mentalité, c'est aussi, je pense que c'est un bel exemple de ce que les mentalités peuvent faire. Quand tu changes de mentalité puis que tu le véhicules comme du monde, tu es capable de faire changer d'idée à bien des gens. Là. Ouais, 100% d'accord avec ça. Sur ça, ça fait 1h30 qu'on jase, Maxime. Je pense que... Déjà? Non, mais ça passe vite parler de hockey, hein? Mais ça. Hey, ça, on se refera ça une autre fois pour parler peut-être un peu plus en détail de... où on voit nos équipes de la région, qu'est-ce qu'on voit pour les camps d'entraînement quand on aura un petit peu plus de détails, mais je trouvais ça important de revenir sur le repêchage puis sur ce qui s'est passé dans les dernières semaines là, d'actualité pour entertainer nos Abitibiens qui n'ont pas nécessairement ce genre de contenu-là souvent. Fait que j'espère qu'ils vont apprécier de nous avoir radoté pendant 1h30. Écoute, tu me texte quand tu veux, moi parler de hockey, c'est toujours un gros oui. Mais ouais, je sais. À chaque fois que je te texte je dis le mot hockey, on sent que t'es prêt. Ben oui, je suis prêt certain. Tu me textes 5 minutes avant le live, puis je vais être là pareil. Là.
Hey, mais merci Max. Puis je vais dire, on va laisser nos téléspectateurs sur notre belle entrée du live de la 117 en espérant l'améliorer avec la musique puis tout là. À un moment donné, on va se Hey, rendre. un jour, ça va venir. Un jour, ça va venir. Donc, bonne soirée et bonne écoute. Merci à tous ceux qui ont écouté. Puis, si vous avez des commentaires sur YouTube, il y a l'affaire des commentaires en bas. Puis, sinon, on est sur Twitter. Fait que, on vous attend à vos commentaires. Salut tout le monde.